Bon après-midi tout le monde, chers collègues, chers amis. J'ai le plaisir de vous présenter cette conférence intitulée Prothèse totale du genou en ambulatoire en collaboration avec mon ami le docteur Anis Masmoudi, médecin anesthésiste. La récupération ou la réhabilitation améliorée après chirurgie, la RAC, dans la littérature anglo-saxonne Enhanced Recovery After Surgery ou ERAS, a été initialement développée dans les années 1990 par l'équipe danoise du professeur Henry Keller. C'est une approche multidisciplinaire de prise en charge globale du patient en période périopératoire, visant au rétablissement rapide de ses capacités physiques et psychiques antérieures. Elle vise donc à réduire significativement la mortalité et la morbidité et aussi pour conséquence de réduire les durées d'hospitalisation. Dans ma pratique, la durée d'hospitalisation après PTG, vers les années 90, elle était de 7 à 10 jours, vers les années 2000, elle était de 4 à 5 jours, et puis après l'avènement des techniques mini-invasives, en 2005, 3 à 4 jours, 2015, elle est à 2 jours, et actuellement, avec l'application de la RAC depuis la fin de 2019, en ambulatoire ou de 1 jour. Cette technique de chirurgie ambulatoire est développée par une conférence d'enseignement de la SOFCOT en 2009 par Rainbow. Il disait que la chirurgie ambulatoire est un concept, ce n'est pas une technique, et il prévisait que la chirurgie ambulatoire va devenir la norme et l'hospitalisation sera l'alternative par défaut. Les premières PTG en ambulatoire ont été réalisées vers les années 2005 et les premières publications vers les années 2005. Donc, les premières publications particulièrement par Berger et collaborateurs. Les Medicare et Medicaid aux États-Unis ont reconnu la PTG en ambulatoire à partir du 1er janvier 2018. C'est en 2020 qu'un consensus international autour de l'ERAS ou de la RAC a été établi par les différentes sociétés savantes. Il s'agit d'une synergie d'approche globale comportant la technique chirurgicale, la gestion de la douleur, l'éducation et la rééducation. Pour réussir cette procédure, comment sélectionner les patients, que fait l'anesthésiste, thèmes qui vont être traités par mon ami le docteur Anis Masmoudi, comment procède le chirurgien et que dit la littérature, c'est ce que je ferai par la suite. Je donne la parole à mon ami le docteur Anis Masmoudi. Merci, M. Fakhreddine. En fait, la RAC est une approche multidisciplinaire dans laquelle interviennent plusieurs acteurs. Le médecin anesthésiste commence par pratiquer une consultation dédiée dans laquelle 3 aspects sont abordés. La sélection du patient, son information, son éducation et une optimisation de ses conditions médicales, médicamenteuses et physiologiques. Une sélection appropriée et prudente est nécessaire pour réussir la procédure de réhabilitation. Sont exclus les patients pour des considérations médicales, les patients ayant un âge supérieur à 75 ans, les patients ayant un score ASA strictement supérieur à 2, les patients souffrant d'un syndrome obstructif d'apnée de sommeil sévère, les patients présentant des antécédents de décompensation cardiaque, de coagulopathie, de cirrhose du foie, les patients insuffisants rénaux avec un stade supérieur à 2, les patients avec une BMI supérieure à 35 et les patients ayant une hémoglobine glyquée supérieure à 7,5. Sont exclus aussi pour des considérations socio-psychiatriques les patients souffrant de troubles neuropsychiatriques sévères, les patients ayant des conditions socio-économiques défavorables, les patients vivant seuls et les patients vivant à plus de 30 km par rapport à l'institution sanitaire en question. On estime que 60% des patients adressés à notre consultation pré-anesthésique et proposés pour une prothèse totale du genou peuvent bénéficier d'un protocole de réhabilitation amélioré après chirurgie. Des scores ont été établis par un certain nombre d'équipes. Je cite l'équipe d'Adams Brown qui, en 2020, établit un score qui tient compte de l'âge du patient, des antécédents médicaux, psychiatriques et des conditions sociales. Un score strictement inférieur à 3 est obligatoire pour retenir le patient dans un protocole de réhabilitation amélioré après chirurgie. The Outpatient Arthroplasty Risk Assessment Score, AURA Score, calculé par l'addition de plusieurs points correspondant aux comorbidités des patients, essentiellement d'ordre hématologique, cardiaque et rénal. Un score AURA strictement inférieur à 59 est obligatoire pour intégrer le patient dans un protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie d'une arthroplastie des membres inférieurs. Une fois sélectionné, le patient est mis au centre de la procédure, il est informé, il est éduqué
informé des différentes étapes du programme et s'engage à participer activement dans son parcours. Il est sélectionné, il est informé, il doit bénéficier d'une optimisation de ses conditions médicales, médicamenteuses et physiologiques par diagnostiquer et traiter une éventuelle anémie dans la période préopératoire en administrant de l'érythropoïétine associée au fer. Et ceci s'intègre dans le cadre d'une stratégie d'épargne transfusionnelle. L'arrêt du tabac et de l'alcool au moins 4 semaines avant la chirurgie, une amélioration du statut nutritionnel et métabolique, mais aussi une rééducation préopératoire pour améliorer éventuellement les capacités de récupération motrice dans la période post-opératoire. Les bonnes pratiques dans le contexte de la RAC exigent le respect d'un certain nombre de mesures considérées comme clés de la réussite. Je cite le traitement de la douleur post-opératoire qui commence d'ailleurs dès la période préopératoire avec une stratégie d'épargne morphinique, une prévention des nausées et vomissements post-opératoires, établir une stratégie d'épargne transfusionnelle sanguine, une thromboprophylaxie consensuelle et une mobilisation précoce et sécurisée. Le jour de l'intervention, dans le reste de mon exposé, je vais présenter les différents temps opératoires selon la chronologie de ces phases opératoires en essayant d'évoquer à chaque étape les recommandations et les consignes qui sont spécifiques. Le jour de l'acte, l'alimentation solide est autorisée jusqu'à 6 heures avant la chirurgie. Les boissons claires et l'eau est autorisée jusqu'à 2 heures avant la chirurgie, et ceci pour préserver un bon état d'hydratation du patient et un état de bien-être dans la période périopératoire. L'admission est faite généralement vers 6h30. Une visite pré-anesthésique faite par le médecin l'anesthésiste qui va prendre en charge le patient dans la période périopératoire, dans laquelle il vérifie l'application des différentes consignes données au cours de la consultation d'anesthésie et au cours de laquelle la prémédication n'est pas prescrite. En fait, une prémédication à visée sédative ou anxiolytique pourra retarder la récupération des capacités cognitives du patient dans la période post-opératoire. Au bloc opératoire, une antibioprophylaxie à base de céphiroxine 1,5 g en intraveineuse associée à une optimisation des apports liquidiens. Généralement, on pratique une rachianesthésie en utilisant la bupivacaïne associée au Cefanta, en dehors, bien entendu, des contre-indications à cette technique anesthésique périmédulaire. Une anesthésie générale est toujours d'usage en utilisant des produits anesthésiques de courte durée d'action. Ceci est dit, en matière de RAC, ça n'a pas été démontré une supériorité d'une technique anesthésique par rapport à l'autre en matière de RAC pour PTG. Une stratégie d'épargne transfusionnelle est un facteur important pour la réussite de la procédure RAC. Et ceci par l'administration de l'acide tranexamique, l'hexacil, à la dose de 1 g sur 30 minutes, qui peut être renouvelée ultérieurement. Une normothermie qui diminue l'incidence du saignement dans la période périopératoire et, bien entendu, diminue le recours à la transfusion sanguine. Les corticostéroïdes diminuent les douleurs et les nausées et vomissements dans la période post-opératoire. Le dexaméthasone à la dose de 8 mg peut être administré dans la période opératoire. La chirurgie commence habituellement vers 8 heures. Je rappelle que l'arthroplastie du genou est une chirurgie classée douloureuse, source d'inquiétude, d'anxiété et d'une augmentation de la durée du séjour. Un traitement de la douleur approprié à la RAC constitue un volet capital. Dans ce contexte, le concept d'analgésie multimodale, qui associe différentes méthodes d'analgésie successives ou simultanées, synergiques et additives, en associant anesthésie locale, analgésie leucorégionale, une analgésie systémique avec une stratégie d'épargne morphinique. Dans ce contexte, le bloc du nerf saphène, qui est une branche purement sensitive du nerf fémoral qui chemine au niveau du canal des adducteurs, procure une analgésie prouvée.
appelé aussi bloc du canal des adducteurs. Le canal des adducteurs est situé entre le muscle sartorius, le vaste interne et le long adducteur. L'injection sous éco-guidage de la ropivacaïne à 7 ml à une concentration de 7,5% dans le canal des adducteurs sous le muscle sartorius à proximité de l'artère fémorale assure la réussite de la technique. Comme vous le voyez là, le produit qui est en train de diffuser dans le canal, imprégnant les structures qui siègent, entre autres le nerf saphène. Le choix du bloc du nerf saphène purement sensitif par rapport aux techniques habituellement utilisées pour l'analgésie, à savoir l'analgésie péridurale ou le bloc du nerf crural, a pour objectif de préserver la force du muscle quadriceps, une condition nécessaire pour un lever précoce et sécurisé en minimisant le risque de chute. D'ailleurs, c'est un sujet de recommandation forte pour la RAC post-PTG. Réunis à une stratégie d'analgésie par voie systémique avec une épargne morphinique qui diminue d'ailleurs les nausées et vomissements post-opératoires, ça favorise une récupération rapide des fonctions antérieures. En secteur d'hospitalisation, la prescription est faite de paracétamol associé à un anti-inflammatoire non-stéroïdien par voie intraveineuse, puis par voie orale après des perfusions. Le Nefopam, 20 mg en sublingual en cas de douleur. Une thromboprophylaxie après 6 heures de la chirurgie en utilisant une HBPM à dose préventive ou un anticoagulant oral direct à dose préventive associé à une déambulation précoce. Je cède la parole à Dr. Teki pour parler de la chirurgie. Donc, la patiente elle est au bloc, l'incision commence à 8 heures. C'est cette femme âgée de 74 ans. Donc, je n'utilise pas de garrot. L'acide tranexamique, l'exacide est injecté dès l'induction. On commence donc pour préparer les coupes distales du fémur. On voit que la coupe, le saignement n'est pas très important. Le malade donc n'est pas sous garrot. Préparation pour la mise en place des gabarits du coupe proximal du tibia. Puis par la suite, on va vérifier les axes du membre. Par la suite, on va réaliser tracer la ligne bi-épicondylienne et sur laquelle on va mettre en place le gabarit de coupe fémorale distale. Donc là, on va couper les chanfreins et puis par la suite, on va élargir l'échancrure intercondylienne. Mise en place de la prothèse d'essai, puis par la suite, on va réséquer l'excès des ostéophytes postérieurs au niveau des coques condyliennes, qu'on va les enlever par la suite par une curette. Mise en place de l'insert d'essai tibial, puis vérification de la stabilité de la prothèse en extension et en flexion. Quant à la patella, on ne fait pas de resurfacing si l'épaisseur de la patella est inférieure à 20 mm. Une fois la coupe réalisée, on doit remesurer l'épaisseur implant en place. La chose la plus importante dans la RAC, c'est cette infiltration des coques postérieures par la ropivacaïne à 2%. Cette infiltration faite de façon progressive, toute la coque postérieure, progressivement, après aspiration puis injection. Par la suite, on va faire un lavage au Karcher pour éliminer tous les débris sanguins au contact avec le sauce et ceci afin de préparer le scellement. Cimentage de la prothèse est mise en place, vérification de la stabilité et puis par la suite, on va de nouveau injecter de la ropivacaïne au niveau du ligament adipeux, au niveau de la capsule et au niveau du périoste. La fermeture se fait sans drainage. Par la suite, on va infiltrer le tissu cellulaire sous-cutané par la ropivacaïne à 2%. Et puis, on va injecter 20 à 30 cc de ropivacaïne à 2% en interarticulaire. Vérification de la bonne mobilité de la prothèse et de la stabilité. Puis, mon ami Anis Masmoudi va réaliser le bloc du nerf saphène. Le contrôle radiologique à la salle de réveil. Le premier levé va être fait vers 16h30 et puis la patiente va réaliser des petits pas dans la chambre pour y aller aux toilettes et revenir et va faire l'équivalent de 80 pas. Les critères de sortie, c'est une autonomie à la marche de 80 pas,
se lever du lit, aller aux toilettes, utiliser les toilettes de façon indépendante. Pas de rétention vésicale, donc la patiente doit arriver à vider sa vessie. L'alimentation devrait être normale. Aucun signe de détresse virale, pas d'hypotension. Aucune douleur, la douleur est contrôlée. Pas de nausée ni de vomissement. Acceptation de la sortie par le patient. L'ordonnance de sortie, un anti-inflammatoire, Celecoxib 1 à 2 fois par jour pendant 1 à 3 mois. Paracétamol 1 gramme x 3 par jour pendant 3 semaines. Tramadol ou nefopam en sublingual 5 jours max pour les sujets jeunes. Prégabaline ou gabapentine pendant 2 semaines pour les sujets beaucoup plus âgés. HBPM durant 14 jours, pas d'antibiothérapie. Une visite à domicile sera faite le soir même, vers 20h, ou parfois un appel téléphonique peut suffire. Le patient ou la patiente est revue en consultation à J4. J14, ça c'est la visite à J14. On voit que la patiente est parfaitement indépendante. Elle se mobilise toute seule sans aucune aide. La durée de rééducation est de 2 mois. Voici sa radio de contrôle au 6e mois. Les 10 éléments pour la réussite, un bon bilan orthopédique précis, une bonne optimisation des intervenants, une information et une éducation préopératoire, une rééducation pré- et post-opératoire précoce, une bonne analgésie pré-, per- et post-opératoire, une anesthésie parfaite, une technique chirurgicale minutieuse, un contrôle de la cicatrisation, un bon suivi du modèle préétabli des soins, une surveillance post-opératoire et une prévention des complications. Il s'agit donc d'une synergie d'approche globale comportant la technique chirurgicale, la gestion de la douleur, la rééducation, et ceci pour obtenir une récupération rapide. Ces différents éléments interviennent chacune de 20%. Les 47%, c'est le facteur environnemental et c'est le patient lui-même. Que dit la littérature? Cette procédure est-elle applicable à tous les candidats à une PTG? Cette procédure est-elle safe? Berger, sur 10 000 cas de PTG-PTH réalisés sur une période de 18 ans, trouve que 64% des patients peuvent bénéficier d'une prothèse en ambulatoire. Cette technique a été bien acceptée au Moyen-Orient sans majoration de complications, comme le montre cette étude comparative de 44 patients PTG ambulatoires et 44 classiques. Série comparative de taux de complications dans les 90 premiers jours entre 46 PTG ambulatoires et 46 classiques. Le taux de réadmission était de 2,1% et le taux de complications est tout à fait comparable dans les deux séries. Revue systématique de 19 articles, 6519 interventions suivies sur 90 jours. Les réadmissions sont de l'ordre de 2,3%. Les vomissements et les vertiges sont les causes d'échec de la procédure. Les patients ayant bénéficié de l'ambulatoire sont plus jeunes et ont moins de comorbidité, expliquant le taux faible de complications. Revue systématique et multicentrique de 41 études en ambulatoire montre que la procédure d'ambulatoire a pu être poursuivie chez 92% des patients, entraînant une bonne réduction des coûts. Cette série de 4391 PTG en ambulatoire avec 128 851 PTG classiques, le taux de complications est plus important dans le groupe ambulatoire. Mais il s'agit d'une étude des assurances biaisée par l'absence de précision des procédures opératoires et périopératoires. Cette étude, avec 177 792 patients, méta-analyse comparant ambulatoire et classique dans les PTG et PTH, pas de différence significative de taux de complications, réadmission, complications urinaires ou cutanées. Cette analyse de 74 355 procédures, dont 21 506 ambulatoires, ne trouve pas plus d'effets secondaires dans les 30 jours qui suivent l'intervention. En conclusion, la RAC ou ERAS est une procédure, est une évolution et non une révolution de la chirurgie prothétique. Elle est basée sur une bonne organisation et un bon rendement, efficiency, de toute la chaîne qui prend en charge le patient. Se rappeler certaines citations. Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Georges Bernaccio, le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent ni changer le monde ni se changer soi-même. Andy Warhol, on dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. Se rappeler cette synergie d'approche globale afin de récupérer, d'avoir une récupération rapide. Quel est le secret de réussir cette procédure? C'est une bonne entente entre le chirurgien orthopédiste et le médecin anesthésiste. Merci pour votre attention et j'ouvre la discussion.